Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous avons une invitée assez spéciale à Bucarest ces jours-ci pour inaugurer les nouveaux locaux de Radio France Internationale Roumanie, RFI Romania. J'ai le plaisir donc d'accueillir Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde depuis 2012, qui regroupe RFI, France 24, chaîne de télévision française d'information internationale, Monte Carlo Doualiya, radio publique française arabophone à destination du monde arabe. Bonsoir Marie-Christine Saragosse. Bonsoir Laurent. Et merci d'avoir accepté notre invitation chez vous. Ah oui, c'est vrai. C'est bien. Alors, avant de que vous nous divulguiez les raisons de la montée en gamme de Bucarest en tant que poste stratégique d'importance pour France Média Monde, moi, en tant que journaliste, c'est une question qui me taraude quotidiennement, et donc je vais profiter de votre présence pour vous la poser. J'aimerais savoir comment se portent les différents médias que vous représentez dans un contexte de forte fluctuation de l'attention des auditeurs et spectateurs, dans un contexte où les algorithmes des plateformes de la Silicon Valley ne privilégient pas les formats longs, les actualités fouillées, et où les infos à la TikTok s'imposent toujours plus sur les réseaux sociaux. Alors face à ça, je sais que vous gérez différents contextes, et vous me le disiez en préparant cette émission que chaque contexte a sa propre... Chaque pays. Chaque continent et même chaque pays a sa propre équation des usages. Donc en fait, il ne s'agit pas d'avoir une mono à l'analyse pour la planète entière, ça ne marche pas. Il faut se plonger dans les modes disons, d'accès à l'information de chaque pays. Et vous savez qu'on a 21 langues dans ce groupe, donc et on est dans tous les pays du monde, donc c'est un vaste programme. Mais l'idée quand même, excusez-moi, je vous coupe, mais l'idée quand même générale, c'est d'essayer que les gens, et notamment les jeunes, restent le plus longtemps possible à écouter une émission, ou à la regarder, ou pas nécessairement. Moi, ce que d'abord, souvent, je fais confiance au public. Je trouve que souvent, on a l'air de le simplifier, notamment les jeunes. Les jeunes, ils savent très bien faire la différence très souvent entre une info superficielle, une info fouillée. D'ailleurs, quand on fait des études, on se rend compte que parfois les gens qui sont le plus manipulés par les infox, c'est-à-dire les manipulations de l'info, ce sont les plus âgés. Donc, je pense qu'il faut être toujours très nuancé. Dans un monde polarisé, radicalisé, où chaque mot doit être oui, non, moi je suis pour la nuance, encore et toujours la nuance. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on réussit assez bien, je dois dire, puisque l'année dernière, en 2022, nos médias ont cumulé chaque semaine 260 millions de personnes qui sont en contact avec une des 21 langues, en radio, en télé ou sur le numérique. On a toujours été très très présent dans les environnements numériques dès le départ, parce qu'on va là où sont les carrefours d'audience, et notamment les jeunes. Et c'est comme ça qu'on peut dire que l'année dernière, on a fait 3,4 milliards de vidéos et de sons vus ou écoutés. Et par rapport aux années précédentes sur l'ensemble des plateformes sociales. D'accord. Par rapport aux années précédentes, c'était une forte augmentation de 52% encore. Enfin, donc, on n'arrête pas d'augmenter. C'est incroyable. Et c'est pas des gens qui zappent, c'est 5 minutes en moyenne sur YouTube, c'est 9 minutes dans nos environnements numériques propres, c'est 3 fois la moyenne sur Facebook, Meta maintenant, et on y va, nous. Et même TikTok, on y va. Et on s'adapte en termes de format. Et ça ne nous dérange pas de partir d'un super reportage fouillé de 52 minutes et d'être capable d'en faire un 1 minute 30 pour TikTok. Parce que c'est une clé. On va rentrer avec 1 minute 30 et on va piquer une curiosité, on va préparer des esprits à peut-être aller chercher ailleurs ensuite l'info. Et on est super fiers quand une vidéo qu'on fait pour TikTok fait tout d'un coup 2 millions de vues. Par exemple sur l'Europe, alors on adore faire ça dans Hunter, un des programmes qu'on gère, fait en partenariat avec la Deutsche Welle, en 8 langues. On fait les drapeaux européens. Une petite vidéo courte. Les drapeaux européens, carton. Les jeunes Européens ont adoré découvrir, vérifier qu'ils savaient bien quel était le drapeau de tel ou tel pays. Pareil sur les devises. Donc si on propose des choses courtes, mais pertinentes, utiles, instructives, les jeunes, ils regardent. Donc moi, je prends rien de haut. Et je me dis, pour faire plus d'1 euro, en France, vous savez, on dit, pour faire plus d'1 euro, il faut plus d'un fromage. Mais bon. Donc là,
parce que c'est le pays quand même qui a un culte particulier de ça. Mais là, je pense qu'il faut pas avoir peur de décliner. Il faut pas avoir peur non plus de l'intelligence artificielle qui peut être une catastrophe. On est d'accord, ça peut faire des deepfakes, ça peut créer, démultiplier l'impact des infox. Ok, mais ça peut aussi, par exemple, l'intelligence artificielle partir d'une vidéo en ukrainien, d'ailleurs, tiens, voilà, une vidéo en ukrainien, transposer à l'écrit ce qui a été dit à l'oral, le traduire dans une autre langue, sous-titrer dans l'autre langue, et démultiplier tout d'un coup l'accessibilité d'un produit fait par des gens qui connaissent très bien. Parce que on a ces 21 langues, c'est 21 cultures. Donc les gens d'une rédaction, ils vont savoir repérer un fait, l'interpréter et rendre accessible à toutes les autres langues quelque chose de très professionnel et pointu. Donc pour nous, on le prend comme une chance. Mais bien sûr, on sait très bien alors vous parlez des algorithmes, c'est une cata. Les algorithmes, il y a des biais structurels. Parce que si vous êtes un complotiste, par exemple, mettons, vous seriez un masculiniste, vous décidez de faire une campagne pour démolir une femme, vous vous mettez d'accord sur un réseau social un peu crypté, et au même moment, quand vous balancez votre vidéo, vous faites intervenir des fermes de trolls, les autres qui relaient, etc. Et ça crée du bruit qui va faire que le réseau social lui-même va faire remonter l'information qui est fausse ou qui est orientée dans les... Alors donc, comment combattre ça? D'abord en produisant beaucoup de bonnes infos, ensuite en s'intéressant à l'intelligence artificielle qui peut être aussi un outil de lutte contre les infox, et en débunkant systématiquement, comme on dit en français, en débunkant systématiquement. Et nous, on a plein d'outils pour ça. Et on a des rédactions dédiées. Par exemple, à France 24, on a les observateurs de France 24 qui ont 5000 citoyens du monde, partout, qui font monter des choses qui leur semblent très très bizarres. Et nous, on vérifie. RFI vient de créer, en septembre, sa cellule de lutte contre les infox. Évidemment, tout ça est en réseau. On a une 15aine d'émissions à l'antenne de lutte contre les infox. Et chaque rédaction de langue a son référent maintenant. Et évidemment, on travaille avec d'autres groupes, on échange. On est dans le DG8, c'est toutes les chaînes internationales de radio-télé. On travaille avec les médias francophones publics, on travaille avec le service public français. Donc, il faut que tous les médias libres, indépendants, professionnels ne se laissent pas faire. Soyons un peu naïf, mais pas trop, et donc battons-nous pour les valeurs auxquelles nous croyons. Je vous avoue que votre discours fait plaisir, parce que c'est vrai que moi, ce que je lis ou j'entends, c'est souvent parfois notamment des sociologues qui disent qu'on est véritablement face à... je pense à Gérald Bronner qui a écrit un livre sur l'apocalypse cognitive auquel on doit faire face, à laquelle on doit faire face. Mais donc je suis content de vous entendre. Ça fait penser aussi que vis-à-vis des algorithmes, il semblerait qu'il y ait aujourd'hui l'idée de construire des algorithmes qui sont pensés pour que les gens se rassemblent et non plus se divisent. Pour faire des clans et des communautés. Donc il y a des solutions. Il y a des solutions, il y a aussi des services, des services de régulation, et l'Union européenne est assez emblématique de ce point de vue, et les pays de l'Union européenne qui ont commencé à s'attaquer à cette question de la régulation dans l'univers numérique qui nous a tous un peu pris de court, et qui ont mis en place des éléments qui sont en œuvre actuellement, et qui s'attaquent tout de suite à l'intelligence artificielle. Bon, après, il ne faut pas se tromper de régulation, mais je trouve qu'il y a une montée de compétences et de prise de conscience, et qu'en Europe, on est plutôt à la pointe. Ce qui serait embêtant, c'est si l'Europe est seule à monter en puissance, et que... il faudrait qu'il y ait un élan, que les États-Unis suivent, que l'Afrique, le ça fait quelque part aussi un peu partie de votre travail. C'est aussi le message que vous essayez. C'est un peu le message, qu'on essaie de faire passer. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience en Afrique, par exemple. En Afrique francophone, en tout cas, c'est celle que je connais le plus. Il y a une ils se rendent compte qu'il ne faut pas... Vous savez, complètement, il y a une organisation de tous les régulateurs africains qui s'appelle le REFRAM, africain et francophone. Donc dedans, il y a aussi nos amis belges, suisses, canadiens, français. Ils viennent régulièrement, enfin, ils font beaucoup de séminaires de travail là-dessus, et ils sont très conscients de l'enjeu, parce que ça peut être une arme fatale. En effet, la manipulation de l'info, c'est comme une arme moins chère qu'une arme conventionnelle, et ça peut mettre à terre un pays. Si
pas très outillé, s'il est fragile, vous tapez vous faites une petite cyberattaque et vous balancez des fausses infos, vous pouvez mettre à terre un pays. Donc, je dis pas qu'il faut être béat et qu'il n'y a pas de danger. Et les penseurs qui mettent en garde ont raison. Mais je me dis, parfois, quand je suis un peu désespérée, je me dis, si j'avais été en 1942, au top de la domination nazie sur l'Europe, je pense que j'aurais été un peu désespérée. Or, ils n'ont pas gagné. Donc, je me dis, à chaque fois que j'ai un petit coup de mou, je me dis, faut jamais baisser les bras. Voilà. C'est essentiel. Ouais. C'est essentiel. Bucarest. Bucarest. Une ville que vous connaissez bien. Vous me disiez avant cette émission que vous compreniez un petit peu le roumain. C'est-à-dire que quand on parle, peut-être dans la rue à toute allure, les jeunes, je ne sais pas s'il y a de l'argot, je serais peut-être un peu perdue. Mais quand quelqu'un parle en articulant, comme je parle italien aussi, c'est ça. C'est l'intercompréhension des langues latines. Je comprends l'espagnol aussi comme ça. Je peux parler en italien et en français. Je suis pas capable de parler en espagnol. Un peu mieux peut-être qu'en roumain, quand même, si je m'entraîne. Et en roumain, mais on peut comprendre. Et c'est très amusant d'ailleurs de se rendre compte qu'on peut comprendre une langue sans être capable de la parler, qu'il y a un vrai décalage entre comprendre et parler. Ouais. Ça m'interpelle philosophiquement. Mais en tout cas, oui, j'ai même pu corriger une traduction. Oui, c'est ce que vous me disiez. Alors, Bucarest, c'est, j'allais dire, nouvelle place forte, non, de France. Si, pourquoi oui, pas. Pourquoi pas. Oui. Vous diriez ça. Racontez-nous un petit peu cette nouvelle dynamique, donc des nouveaux locaux pour RFI Roumanie. La raison principale, je suppose, c'est la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Non, c'est pas forcément la raison principale, c'est l'élément déclencheur, accélérateur. Non, la raison principale, je crois qu'on le doit à RFI Romagna, parce que cette équipe que moi, vraiment, je dis sincèrement, je les ai connus, ils étaient tout jeunes, ils étaient Radio Delta à Polytechnique, en haut de la tour, et puis petit à petit, ils sont devenus RFI Delta, puis RFI Romagna. Il y avait, je sais pas, une flamme, quelque chose dans cette équipe qui donnait envie d'y croire, d'avancer. Moi, voilà, j'ai été, dès le premier instant où j'ai vu cette équipe de jeunes, là, qui est toujours, enfin, il y en a un qui manque, On a Cornelion, on a Ina, mais on n'a plus Luca, Nicolescu, mais parce que forcément, il a fait une carrière formidable, c'est un bon tremplin, mais, donc, en tout cas, cette équipe, elle était tellement pro, tellement enthousiaste et il y avait une telle confiance en nous, que eux ou nous, enfin, en tout cas moi ou eux, je ne vois pas très bien de différence. Et on savait que la proximité est un élément fondamental. La proximité, la maîtrise de la langue, ça crée des liens qu'on ne peut pas avoir de loin et dans des langues. Et bien sûr, on peut se parler en anglais, mais c'est pas la même chose. Puis une proximité qui est linguistique, culturelle, etc. Culturelle, etc. Donc moi j'étais très pro pour que déjà RFI Romagna bascule sur le numérique et de nouvelles fréquences. Enfin, c'est pas fini, on espère en avoir d'autres sur tout le territoire. Bon, mais quand on a eu le projet Hunter, par exemple, c'était avec la Deutsche Welle pour les jeunes Européens, vidéo mobile, 100% réseaux sociaux. On s'est dit mais on a RFI Romagna, ils vont être un endroit génial pour adosser une nouvelle équipe de jeunes qui vont contribuer à ce dialogue entre jeunes Européens. Et évidemment, ça a fonctionné tout de suite et ils font un boulot fantastique et il y a 4 jeunes qui sont arrivés. C'était avant même le déménagement. Ensuite, on voulait faire de nouvelles langues. On avait plusieurs langues en tête. Arrive la guerre en Ukraine, on se dit c'est pas possible. On voit la tour de la télévision fissurée par les bombes, on se dit mon Dieu, mais comment ils vont faire pour faire leur info? Il faut qu'on prépare des locaux, quelque chose qui puisse, à l'extérieur de l'Ukraine, continuer à couvrir l'information de manière professionnelle, équilibrée, hors de toute propagande, et pour lutter aussi contre les manipulations de la propagande adverse. Donc, et ça a marché, on l'a fait, on a des journalistes fantastiques. CFI, notre filiale, qui est une agence de coopération audiovisuelle, s'est dit, il faut les accueillir, ces gens, parce que on savait que ce serait plus des femmes avec probablement des familles, des enfants. Donc on a imaginé aussi une sorte de maison des journalistes, comme on en a une à Paris, où on est très présent aussi dans la maison. On sait que c'est dur ce métier et que c'est fondamental pour un jour reconstruire un pays, retrouver le sens de l'histoire un jour. Et donc tout le monde a ramé dans le même sens. On a eu le soutien évidemment ici des autorités roumaines.
avec qui on a les meilleurs rapports. Il y a une très grande complicité de 30 ans maintenant. Et donc, du coup, voilà. Et c'est parti comme ça. Et maintenant, on se dit, pourquoi s'arrêter là? Il y a besoin, face à la division, aux guerres, aux aspects négatifs des réseaux sociaux, de faire le contraire. Faire le contraire, c'est parler la langue de l'autre, c'est d'échanger, de créer des ponts, de resserrer. Donc, on dit, on va faire d'autres langues. Et moi, je me dis qu'une belle langue, ce serait le turc. Parce que la Roumanie et la Turquie sont proches. Enfin, il y a toujours eu de bons rapports. Géographiquement, on est proches. D'ailleurs, il y a une communauté turque ici aussi, comme il y en a une en France. Il y a un savoir-faire à RFI Roumanie qui est fantastique. Et donc, moi, je ferais bien un pont entre société civile, un pont entre l'Europe et la Turquie. D'accord. Et éventuellement, faire ce que vous avez fait avec la rédaction ukrainienne. Avec une rédaction turque ici à Bucarest. Pourquoi pas. On serait dans l'Europe et on est un pont. RFI, c'est un... Ah, donc vous pensez vraiment à Bucarest quand je disais pense place à Bucarest, forte, et vous savez, il y a un autre truc dont j'ai pas parlé, c'est qu'avant même qu'on fasse Inter, ce qui m'avait donné avec l'agence universitaire de la francophonie, on s'est rendu compte que dans toute cette Europe centrale, orientale, les Balkans, il y a des départements universitaires francophones, et RFI a initié une revue de presse. Qu'est-ce qui fait l'actualité en Géorgie aujourd'hui? C'est quoi qui sort? Et les départements francophones faisaient les choses, et puis RFI Roumanie, on a fait une revue de presse en roumain aussi, mais je me suis dit, mais là, si on mettait du lien, si on se parlait plus, si on apprenait à se découvrir, donc oui, et je pense que de Paris, on ne comprend pas les mêmes choses que d'ici, de la même façon que de Dakar, et c'est pour ça que j'adore avoir des rédactions qui s'éloignent. Alors, il y a un pôle, évidemment, les racines sont à Paris, quand même, on a des échanges, mais on a une rédaction de France 24 à Bogota. On a 2 rédactions de langue de RFI à Dakar, dans 2 grandes langues du Sahel. On a une rédaction à Nairobi de RFI en Swahili. On a une rédaction en Haoussa, à Lagos. On a une rédaction en Khmer. Vous voyez, donc on a des... Et ces gens-là nous enrichissent terriblement du terrain. Ils sont dans le bon fuseau horaire, dans le bon... environnement, Donc la stratégie, c'est avoir comme ça des pôles, des centres, pas nombreux, mais qui représentent des régions. Oui, qui permettent de faire remonter une sensibilité, une réalité qui nous aide à mieux comprendre, qui nous donne une ouverture sur le monde bien plus juste, et qui nous oblige à nous décentrer, ce qui est un exercice toujours utile, et de ne pas penser petit, mais penser grand. Et penser l'autre, penser avec l'autre, écouter l'autre. Mais moi, je pensais que ça allait de soi, mais je me rends compte que dans le monde actuel, ça ne va pas de soi, visiblement. Donc, oui, et le but de tout ça, c'est enfin, je veux dire, comme disait Churchill, mieux vaut blabla que pan-pan. Et donc, je pense que les médias peuvent contribuer à être des facteurs de paix, sans pour autant tordre l'info. C'est une info indépendante. On donne des faits. Mais il y a 1001 façons de les donner et 1001 façons de chercher l'équilibre plutôt que la radicalisation. Et quand je vous écoute en tant que Bucarestois, parce que maintenant je peux dire que je suis Bucarestois après 20 ans, alors ça me fait évidemment ça me fait chaud au cœur, et je pense que ça doit faire chaud au cœur aux Roumains qui attendent, alors la Roumanie de façon générale, mais Bucarest, qui est une ville qui a été oublié sur les cartes européennes pendant très longtemps. Je pense notamment à certaines cartes météo où il y a Budapest, il y a même Sofia parfois. Alors c'était il y a quelques années, et on oubliait de mettre Bucarest. Ça, je me rappelle. C'était sur des cartes sur quelle chaîne? En fait, c'était sur des cartes plutôt de médias anglophones. Alors, oui, c'est ça. Mais, alors c'était pour ça. Mais ça m'avait toujours un petit peu marqué. Ou alors les avions, c'est peut-être plus trop le cas, mais les avions qui arrivent de Bucarest et qui atterrissent toujours du côté des garages où on met les autres avions. Vous voyez, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Mais je me rappelle, il y a quelques années encore, en atterrissant à Barcelone, c'était souvent le cas. Pas à Paris. Et donc, on prenait le bus pendant des minutes. Non, je me rends pas compte parce qu'on est sans doute d'un parti pris total depuis le début, parce qu'il y a ces liens tellement... Enfin, beaucoup de Français, je pense,
prennent des grands artistes roumains pour des Français. Ils savent même pas qu'ils sont roumains. Hein. Il y a des liens très particuliers. Architecturalement, avant qu'il y ait quelques ravages de fait, il y avait le petit Paris. Je crois que les liens sont tellement puissants, ancestraux. La France s'est tellement mobilisée pour l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. On était vraiment les champions. Et alors, moi, sur un plan professionnel, j'ai passé mon temps à être ici d'abord au titre de la francophonie, puis au titre de TV5 Monde, puis maintenant au titre de France Média Monde. Oui, donc vous avez un regard plus objectif, évidemment. Mais j'ai vu l'évolution, parce qu'au début, c'était d'une grande douleur. Les premières fois que je venais juste après la chute de Ceausescu et des événements qui étaient très violents pour les Roumains, il y avait encore des destructions. Ça avait été traumatisant. Les années de dictature plus la libération ne s'était pas faite en sérénité, c'était violent, c'est dur. Donc les gens étaient dans la souffrance. Alors maintenant, à un moment ensuite, c'était la liberté. Et maintenant, peut-être qu'ils ont pris quelques travers occidentaux, c'est-à-dire que c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux. En tout cas, ce que vous dites, c'est important. Moi, j'ai du mal encore souvent à trouver un Bucarestois roumain qui dise j'aime Bucarest. C'est très rare. Ouais. C'est encore très rare. Et il y a des mauvais souvenirs qui ont imprégné les trottoirs. Moi, ils m'ont raconté au début, des anecdotes, par exemple, quand ils étaient obligés de sortir pour faire la haie d'honneur sur la route de l'aéroport parce que Ceausescu quittait son palais et qu'il fallait qu'il y ait tout le monde qui applaudisse sur les balcons, qui crevaient de froid, qu'ils n'avaient pas de quoi manger. C'était terrible, la police politique, les gens qui étaient expulsés quand on décidait de faire un énorme palais, les chaussures d'Elena. Ceausescu dont on parle. Enfin, il y avait plein de douleurs comme si la douleur suintait des murs de la ville. Mais cette ville, il faut peut-être qu'il la quitte un peu pour la revoir, mais elle est de plus en plus belle. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Je pense qu'il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui partent et qui éventuellement reviennent, alors qu'il y a quelques années, ils partaient et puis revenaient. Et puis moi, je me souviens de quand on avait fait 24 heures à Bucarest, ça c'était TV5. La diaspora roumaine qui était partie depuis des années en raison de la dictature, etc. Je me souviens notamment, je ne sais pas pourquoi, d'une jeune fille roumaine qui était née en Suisse. On recevait plein de courriers après. Et pendant l'émission, on reçoit qu'elle avait toujours eu peur de retourner dans le pays, même après la chute de Ceausescu, qu'elle se disait... Et qu'en voyant 24 heures A, elle avait décidé de revenir. Et qu'elle voulait venir faire ses études. Elle était jeune, elle avait 22 ans. Je me souviens de cette lettre de cette jeune fille née en Suisse. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à redécouvrir. Ça bouge, c'est dynamique, c'est sympa. Et puis il y a une autre ville aussi où RFI Roumanie est aimée, c'est Chisinau. La République de Moldavie, qui est, alors là encore une fois, une ville, là pour le coup, souvent oubliée, davantage sur la carte aujourd'hui, parce que comme vous le savez, la République de Moldavie depuis juin est pays candidat à l'entrée dans l'Union européenne, et là aussi je suppose que ça doit leur... Et nous on voudrait bien une autre fréquence là aussi en Moldavie, et moi j'ai eu la chance d'être au Forum mondial de la paix de Paris il y a 15 jours, je me mélange un peu les pinceaux dans les dates, mais c'était il y a très peu de temps, et la Moldavie adhérait à l'Alliance pour la démocratie et l'information, comme 82e État, je pense. D'accord. Et donc, le ministre moldave parfaitement francophone, alors incroyablement francophone, était très heureux de marquer le fait que son pays était aux côtés de ceux qui se battaient pour la démocratie et la liberté d'informer. Alors je me dis, je vais me profiter de cette intervention pour lui demander une fréquence pour une radio qui incarne la liberté d'informer, RFI. Je vais le faire. On est déjà, en tout cas, on est diffusé à Chisinau. Et moi, je me régale d'inviter des gens, beaucoup de francophones qui sont là-bas. Et vous trouverez d'ailleurs peu de Roumains qui connaissent cette ville, Chisinau. Moi, j'essaie de faire la promotion en Roumanie de Chisinau, ne serait-ce que pour un week-end, parce que je pense, comme vous l'avez dit, que ils voient Chisinau comme peut-être le Bucarest d'avant, le Bucarest qu'ils veulent oublier. Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas faire... Petite campagne peut-être de
promotion de séjours touristiques. Oui, je pense que, en tout cas, en plus, c'est une ville qui a vraiment bien évolué. Moi, je suis allé il y a pas longtemps et chaque fois, en tout cas, à RFI Roumanie, on essaie de faire la promotion. C'est une ville très agréable, très verte, et ils sont adorables, les Moldaves, et on y mange très bien. Très bien. On va suggérer au comité d'entreprise de France Média Monde de faire un voyage d'entreprise comme ça, comme c'est que des journalistes. Ensuite, quand ils reviennent, ça fait une traînée de poudre. Et parler du vin moldave également, qui est très réputé en Roumanie. Dernière petite question, Marie-Christine Saragosse. J'aimerais savoir comment vous aimez vous informer, vous, personnellement, de quelle façon, quel support vous plaît? Alors, j'écoute beaucoup mes médias quand même. Hein. La journée, j'ai France 24 dans le bureau et de temps en temps, je mets le son. Alors, je peux mettre le son en français, en anglais, en espagnol ou en arabe, mais en arabe. Parfois, je le mets si je vois que c'est de la culture, mais sinon, je comprends pas. Mais les autres, oui. Donc, et je n'écoute que RFI dans la voiture. Donc, matin et soir, j'écoute RFI. Et je regarde dans la journée les sites numériques de mes médias aussi. Après, je regarde quand même les autres, c'est pas vrai. J'écoute beaucoup d'autres médias, mais je dois dire que je suis sélective. C'est-à-dire, moi, j'ai une idée d'un média crédible ou pas. Alors évidemment, le service public est crédible. J'écoute beaucoup d'autres stations de Radio France. J'adore France Culture. J'écoute France Info parce que c'est quand même, pour avoir l'actualité française, ce qui vient de se passer, c'est vraiment bien aussi. J'écoute un peu France Inter aussi. Bon, j'écoute beaucoup de radio du service public. J'adore la radio, j'adore le son. Et peut-être parce qu'il est plus proche de mon cerveau. Je sais pas si c'est les oreilles ou les yeux qui sont plus proches du cerveau. Moi, j'ai l'impression que c'est mes oreilles. Donc, j'aime beaucoup apprendre par la radio. Mais je regarde beaucoup la télé par la force des choses. Et donc, j'ai des journaux aussi qui sont des journaux. Je suis omnivore. Hein. Alors moi, c'est la presse écrite, le numérique, la radio, la télé, un peu de tout. Et pourtant, je laisse de la place à la lecture de littérature et je laisse la place aussi au cinéma. Pas que de l'information, mais je touche un peu à tout. C'est plus le média qui m'intéresse. Je sais que si c'est un article du Monde, ça peut m'exaspérer à certains moments, mais je sais quand même que ce sera toujours d'un certain niveau. Si c'est Le Point, si c'est dans presse écrite, si je sais que je vais avoir, peut-être que je serai pas d'accord, mais je sais que ce sera de qualité, et qu'on va pas me raconter n'importe quoi. Je fais un tri, et c'est ce qu'on essaye de faire quand on fait de l'éducation aux médias et à l'information, dès le plus jeune âge des enfants, leur apprendre à faire un choix. Après, ils peuvent écouter s'ils veulent des imbécilités, des folies, mais il faut que ce soit un choix et pas que ce soit par fatalité parce qu'ils ne font pas la différence. Donc, il faut commencer l'éducation aux médias et à l'information, mais pas au collège. Hein. Nous, avec Info Intox, notre petit module, on a gagné le prix de l'UNESCO de la lutte contre les infox d'une institutrice en CE1. Ah oui, ouais, d'accord. Parce qu'un enfant en CE1, il peut comprendre comment on fabrique de l'info et ce qui est pas vrai. Le mensonge, les enfants voient très bien ce que c'est. Dès qu'on leur explique que le Père Noël n'existe pas, ils ont compris qu'on leur avait... Donc ils savent très bien, il faut expliquer ce que c'est que le mensonge, la manipulation le plus tôt possible. Et parce qu'on pourra mettre, même la régulation peut empêcher tout. Hein, donc il faut que chacun de nous, chaque citoyen, c'est ça, aujourd'hui les cours d'éducation civique, ça doit inclure forcément ça pour moi, parce que sinon on ne peut pas être un citoyen éclairé. On ne peut pas être un citoyen libre si on n'a pas la liberté de savoir choisir, faire le tri entre une fake news et une vraie info professionnelle. On ne peut pas être libre dans ces conditions. Et ça commence dès le plus jeune âge. Moi, je pense, ouais. Pour nous, c'est un vrai enjeu stratégique. Marie-Christine Saragosse, je vous remercie infiniment d'avoir été au micro du soir. Merci beaucoup. Merci à vous et bon séjour en continuation à Bucarest. Chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine, même endroit, même heure. À bientôt. Week-end Placoute. Au revoir.